Elle est partie en une seule nuit. Pas un mot, pas un regard, juste un silence glacial et un appartement vide. Elle a tout pris, les meubles, l'argent, et mon meilleur ami. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais tout enregistré. Chaque mensonge. Chaque trahison. Et quand elle a franchi cette porte, pensant m'avoir détruit, elle ne savait pas que c'était moi qui tenais désormais toutes les cartes. Ce qu'elle a fait m'a brisé, mais ce que j'ai fait ensuite, l'a marqué à jamais. Et c'est exactement là que tout bascule. Je m'appelle Alexandre, j'ai 38 ans, et pendant longtemps, j'ai sincèrement cru que j'étais un homme comblé. Pas riche, pas célèbre, mais heureux. Vous savez, ce bonheur discret qu'on ne remarque pas toujours, mais qu'on sent profondément, dans le calme du quotidien, dans les petits gestes répétés, dans le regard d'une femme qui semble vous aimer pour ce que vous êtes. Laura, c'était cette femme. Une beauté douce, une présence apaisante. On s'est connus jeunes, à la fac. Moi, timide et réservé, elle, lumineuse et spontanée. Elle avait cette façon de m'écouter comme si chaque mot que je prononçais avait de l'importance. Et c'est comme ça qu'on a construit notre histoire. Lentement. Solide. Elle m'a vu galérer pour lancer ma boîte, elle m'a soutenu quand j'ai voulu tout plaquer, elle était là aux victoires comme aux chutes. Une vraie complice. Une partenaire de vie. C'est ce que je croyais. À côté de nous, il y avait Julien. Mon meilleur ami depuis le lycée. On avait tout traversé ensemble, les conneries d'ado, les premières amours, les rêves avortés. Il m'avait présenté des contacts pour mon entreprise, m'avait aidé à déménager 3 fois, avait même été témoin à notre mariage. Julien, c'était mon frère de cœur. Il entrait chez moi sans frapper, connaissait mes habitudes, mes peurs, mes secrets. Et surtout, il avait gagné la confiance de Laura. Il s'entendait bien, peut-être un peu trop. Mais à l'époque, je voyais ça comme une chance. J'étais fier de ce trio. Je me disais souvent, j'ai tout ce dont un homme peut rêver. Mais ce rêve, c'était un décor peint à la main, fragile, bancal, et derrière ce décor, une vérité bien plus laide se dessinait lentement, silencieusement. Je me souviens d'un soir en particulier. On fêtait les 3 ans de l'entreprise. Un petit dîner chez nous, rien de grandiose, juste quelques amis proches. Laura riait fort, sa main sur l'épaule de Julien. Et lui, le regard plongé dans le sien un peu trop longtemps. Sur le moment, je n'ai rien dit. Je me suis dit que j'imaginais des choses, que j'étais fatigué. Mais aujourd'hui, je revis cette scène avec un tout autre regard. Tout était là. Les signes, les détails, les silences. Mais on ne voit jamais ce qu'on ne veut pas croire. Et moi, j'étais aveuglé. Aveuglé par l'amour, par l'habitude, par cette idée idiote qu'on peut tout contrôler tant qu'on est sincère. Mais la trahison, elle ne frappe pas en criant. Elle se glisse. Elle s'infiltre dans les interstices de la confiance. Et un jour, elle explose. Avec Laura, chaque matin ressemblait à une promesse. On prenait le petit déjeuner ensemble, on parlait de l'avenir, des voyages qu'on ferait quand on aurait le temps. Elle déposait un baiser sur ma joue en sortant, et moi, je retournais à mon écran, le cœur léger. C'est ça qui fait le plus mal, au fond, la banalité de l'amour quand il est encore entier, juste avant qu'il ne se brise. Parce qu'on croit que les choses sont acquises. Qu'une promesse faite un jour ne peut pas être trahie le lendemain. Mais l'amour, c'est fragile. Et parfois, ceux qu'on aime le plus sont ceux qui affûtent la lame. Julien, de son côté, venait de rompre avec sa copine. Il passait de plus en plus de temps chez nous. Laura disait qu'il avait besoin de soutien, qu'il était perdu. Et moi, idiot que j'étais, j'ouvrais la porte plus grande encore. Je me disais que c'était ça, l'amitié. Être là dans les moments sombres. J'ai même repoussé un voyage important pour l'entreprise juste pour qu'on puisse rester à 3, faire une soirée tranquille à la maison. Ce soir-là, j'ai vu Laura lui apporter une couverture pendant qu'il dormait sur le canapé. J'ai souri. J'étais fier d'elle. De son cœur. De sa bonté. J'étais tellement loin de la vérité. Et c'est là que le contraste devient insupportable. Parce que pendant que je rêvais d'acheter une maison à la campagne avec un chien, pendant que je planifiais un week-end surprise à Rome, pendant que je déposais une demande de crédit pour investir dans l'avenir, eux, ils planifiaient autre chose. Quelque chose de plus égoïste. De plus destructeur. Et ça, je ne l'ai compris que bien plus tard. Quand il ne restait plus rien. Juste moi. Et un appartement vide.
Ce n'est que des mois plus tard, un dimanche pluvieux où je tentais de me distraire du vide laissé par son absence, que j'ai replongé dans notre passé. J'avais retrouvé une vieille caméra dans un carton, et par habitude, j'ai branché la carte SD. Là, sur l'écran, des souvenirs figés. Anniversaire, vacances, rires. Et au milieu de tout ça, des détails qui, autrefois anodins, devenaient insupportablement lourds de sens. Sur une vidéo, Laura et Julien dans la cuisine. Elle rit à une blague que je n'entends pas, sa main effleure la sienne en passant un plat. Sur une autre, je filme une soirée, et dans un coin de l'image, leurs regards se croisent. Longtemps. Trop longtemps. Je m'épose. Je recule. Je remets play. Le même regard. Le même silence. Une tension que je n'avais pas voulu voir. C'était là, sous mes yeux. Et je n'ai rien vu. Parce que quand on aime, on choisit de croire. De pardonner l'inexplicable. D'excuser l'invisible. Mais en remontant le fil, les souvenirs ont commencé à se tordre. Ce week-end annulé, celui où elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête. J'avais préparé un pique-nique, réservé un chalet. Elle m'a appelé, à la dernière minute, la voix éteinte, presque désolée. Je suis crevé, Alex, j'ai besoin de dormir. J'ai respecté. Je l'ai cru. Et j'ai passé la nuit seule, à regarder la pluie cogner les vitres, persuadé qu'elle dormait paisiblement dans notre lit. Ce que j'ignorais, c'est qu'au même moment, Julien postait une story privée une erreur. Une vue sur un lac, que j'ai reconnu. Ce lac, c'était le même que celui où Laura voulait qu'on aille un jour, quand on aurait le temps. Ce détail m'a hanté. J'ai capturé la vidéo. J'ai comparé les dates. Et c'est là que le doute est devenu poison. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Si la vérité voulait se cacher, je la traquerais. J'ai installé discrètement une application sur son téléphone. J'ai synchronisé ses appels sur un deuxième appareil. Ce n'était pas une réaction saine, ni fière, mais j'étais un homme qui se noyait dans les mensonges, et il ne me restait que cette bouée de données, de preuves, de réalité brute. La première alerte est arrivée 2 jours plus tard. Un appel. Inconnu. Répété. Toujours aux mêmes heures. Et un message étrange, ce soir, comme prévu. Pas de nom. Pas de signature. Juste ces mots. Glacial. J'ai commencé à observer. À écouter. À noter. Laura devenait distante. Elle me parlait sans me regarder. Ses baisers étaient mécaniques, ses sourires forcés. Quand je lui posais une question banale, elle répondait à côté, ou changeait de sujet. Et Julien, lui, avait disparu pendant 2 semaines. Prétexte, il a eu un accident de voiture léger. Aucun détail. Aucune photo. Rien. Il refusait de me voir. Et Laura, chaque fois que je le mentionnais, changeait d'humeur. Je sentais la toile se tendre autour de moi. Comme si j'étais la seule personne à ignorer le scénario que tous jouaient en silence. Puis un jour, en fouillant les photos archivées sur un vieux disque dur, j'ai trouvé un cliché qui a tout changé. Un selfie flou, pris dans un miroir d'hôtel. En arrière-plan, une silhouette. Une silhouette masculine. Julien. Et devant lui, Laura. En peignoir. Le visage à moitié caché, mais je la reconnaissais entre mille. Cette photo n'aurait jamais dû exister. Elle n'était pas censée être là. Et pourtant, elle était là. Preuve ultime. Coup de poignard numérique. Ce fut le déclencheur. Je n'étais plus un mari trahi. J'étais un homme en quête de vérité. J'ai commencé à fouiller chaque recoin de leur vie parallèle. J'ai reconstitué les trajets, les messages supprimés, les paiements anonymes. Et petit à petit, le puzzle se formait. Je découvrais qu'ils avaient un plan. Un plan que je n'étais pas censé deviner. Car pendant que je m'épuisais à sauver un mariage qui n'existait déjà plus, eux préparaient leur fuite. Une fuite avec mon argent, mes ressources et mes souvenirs. Et le pire, c'est que tout avait commencé bien plus tôt que je ne l'aurais imaginé. En revoyant un enregistrement audio, datant de presque 1 an, j'ai entendu une conversation à demi étouffée. Laura parlait à quelqu'un. Elle disait « Je ne peux plus faire semblant, il ne se doute de rien ». Et une voix d'homme, reconnaissable entre toutes, répondait « Encore un peu. Laisse-le croire ce qu'il veut. Bientôt, ce sera fini ». Ces mots m'ont brisé. Parce qu'ils ne parlaient pas de moi.
Ils conspiraient. Ils orchestrèrent ma chute avec un calme glaçant. Et moi, naïf, je leur ouvrais les bras. C'est à ce moment que j'ai compris. La trahison ne commence pas avec un baiser volé ou une nuit d'hôtel. Elle commence bien avant, dans les regards détournés, les mots tus, les absences justifiées. Elle commence quand celui qu'on aime devient un masque, et que derrière ce masque, quelqu'un d'autre sourit. Et moi, j'allais devoir décider. Affronter cette vérité, ou la laisser me consumer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais commencé à tout filmer. Tout. Parce qu'à la fin de cette histoire, ce ne serait pas moi le perdant. Selon la docteure Hélène Caron, psychologue spécialisée en traumatismes conjugaux et coautrice de l'étude Affection trahie, les nouvelles dynamiques de la douleur intime, la trahison combinée d'un partenaire amoureux et d'un ami proche engendre un effondrement identitaire aigu. Elle explique, ce type de double trahison ne brise pas seulement la confiance dans les autres, il fissure la confiance en soi. La victime ne sait plus si ce qu'elle ressent est légitime, si ses souvenirs sont fiables, ou même si elle mérite d'être aimée. Dans 72% des cas documentés, des signes annonciateurs étaient déjà présents, mais volontairement ignorés par la victime. Et ce n'est pas un manque d'intelligence, souligne-t-elle. C'est un mécanisme de protection neurologique appelé dissonance affective défensive, où le cerveau filtre la réalité pour préserver l'attachement, même toxique. Le profilé comportemental Marc Lemoine, ancien analyste pour la Gendarmerie nationale, ajoute une perspective plus chirurgicale. Ce genre de manipulation suit souvent un pattern cyclique. Immersion émotionnelle, validation continue, déstabilisation subtile, et enfin extraction soudaine. Il affirme que le traître ne choisit pas sa victime au hasard. Il ou elle identifie les vulnérabilités affectives, les utilise pour créer une dépendance émotionnelle, puis les retourne contre la cible au moment opportun. C'est ce qu'il appelle le syndrome du bourreau silencieux. Lemoine insiste aussi sur un point souvent négligé. Le vrai pouvoir du manipulateur ne réside pas dans ses mensonges, mais dans la manière dont il fait douter la victime de sa propre réalité. Et dans mon cas, tout prenait sens. J'étais devenu une étude de cas ambulante, un parfait exemple de la spirale invisible du conditionnement affectif. Laura n'avait pas simplement menti. Elle avait investi. En moi. En mon langage émotionnel. En mes failles. Elle savait exactement comment me calmer, m'amadouer, m'éloigner des soupçons. Et Julien? Il n'était pas simplement complice. Il jouait un rôle actif dans l'ingénierie de cette illusion. La docteure Caron, dans un autre article paru dans le journal de la psyché, parle d'une dynamique rarement évoquée, le triangle de désindividualisation affective, où la victime se retrouve au centre d'une relation où les deux autres personnes partagent un secret destructeur. Elle note, dans ce type de configuration, la trahison n'est pas seulement une action. C'est une performance, répétée chaque jour, avec un scénario parfaitement huilé. Un autre élément troublant m'a été révélé par un ancien enquêteur privé, Philippe Bereau, désormais consultant pour des affaires conjugales complexes. Il m'a contacté après avoir vu mon témoignage partagé sur un forum sous pseudonyme. Selon lui, les couples qui trahissent ensemble développent souvent une sorte de langue secrète, un code comportemental qui leur permet de dissimuler leur liaison en pleine lumière. Des messages codés dans les post-it, des surnoms anodins, des partages de playlists qui ont une signification cachée, tout est fait pour que l'extérieur ne voit rien, même s'il regarde de très près. Ce qu'il m'a révélé ensuite m'a glacé. Parfois, la trahison est si bien orchestrée que même quand vous avez les preuves, vous continuez à douter. Et c'était exactement ce que je vivais. Je regardais les captures, les messages, les extraits audio. Mais une partie de moi voulait encore croire que tout cela avait une autre explication. Que je me trompais. Que ça ne pouvait pas être vrai. Mais l'élément qui a tout changé, ce fut l'analyse comportementale que j'ai confiée à un spécialiste en micro-expression, le docteur Lionel Roche. En observant les vidéos anciennes de Julien et Laura, il a pointé des signes flagrants que j'avais ratés. Micro-frisson du coin des lèvres quand elle le regarde, dilatation des pupilles, main qui s'ajuste inconsciemment dès qu'il entre dans la pièce, ce sont des indices que leur lien allait bien au-delà de la simple amitié. Il m'a également parlé de la technique du miroir inversé, utilisée souvent par les infidèles émotionnels. Ils vous accusent subtilement de ce qu'eux-mêmes sont en train de faire, pour détourner l'attention. Et c'est exactement ce qu'elle avait fait. 3 mois avant sa fuite, Laura m'avait demandé froidement, « Tu es sûr que tu ne caches rien, Alex ? Parfois, j'ai l'impression que tu n'es plus vraiment là. » Cette phrase,
que j'avais vécu comme un reproche sincère, était en fait une diversion. Une projection. Ce que ces experts m'ont appris n'a pas seulement changé ma manière de voir cette histoire. Ils ont armé ma reconstruction. Parce que maintenant, je savais que ce que j'avais vécu n'était pas une simple erreur de parcours amoureux. C'était une manipulation calculée, méthodique, presque clinique. Et cela signifiait une chose, s'ils avaient planifié tout ça avec autant de soin, alors ils n'étaient pas prêts pour ce que j'avais moi aussi commencé à préparer. Car dans l'ombre, à mesure que je reconstruisais les morceaux de ma vie, j'avais mis en place un plan. Pas pour me venger. Pas pour les punir. Mais pour les confronter à une vérité qu'aucun d'eux ne pourrait esquiver. Et ce plan allait bientôt éclater au grand jour. Je n'ai rien dit. Pas un mot. Ni confrontation, ni scène de ménage. Aucun texto, aucun appel dramatique. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. Au contraire, j'ai souri. Parce que pendant qu'ils se croyaient intouchables, pendant qu'ils pensaient que j'étais détruit, incapable de me relever, moi je préparais la suite. Chaque sourire que j'affichais en leur présence devenait une pièce de mon échiquier. Chaque silence, un pion avancé dans un jeu bien plus vaste. Car pendant qu'ils vivaient leur illusion, moi je construisais ma réalité. Et dans cette réalité, ce n'était plus eux qui contrôlaient le scénario. C'était moi. J'ai vidé les comptes légalement. Transfert autorisé, avec preuve de propriété, déclaration signée. Tout était en règle. J'ai déplacé les actifs de l'entreprise familiale vers une filiale que Laura ne connaissait même pas. J'ai contacté mes anciens mentors, repris contact avec des partenaires oubliés. Et puis, j'ai confié tous les dossiers à mes avocats. Pendant que Laura et Julien sirotaient du champagne sur une terrasse ensoleillée, dans une villa louée avec mon argent, persuadés d'avoir gagné, un huissier frappait à leur porte. Pas un, mais deux. L'un pour la saisie conservatoire, l'autre pour leur signifier une injonction. Gel de biens, restitution immédiate de fonds, fraude sur carte bancaire. Rappelez-vous ce fameux week-end qu'elle avait annulé? Celui du mal de tête soudain? Ce soir-là, je devais l'emmener à Annecy. Elle avait refusé, prétendant être malade. Mais quelques semaines plus tard, en rangeant une boîte de souvenirs, je suis tombé sur un relevé de cartes. Paiement dans un hôtel de charme, à Annecy. Même date. Facture au nom de Laura Dubois. Payé avec Emma Carte. Une erreur. Une toute petite négligence. Mais suffisante pour tout faire basculer. C'était le point de bascule, le petit fil qui, une fois tiré, allait détricoter tout le tissu de mensonges qu'elle avait tissé autour de moi. Et ce n'était pas tout. Souvenez-vous de Julien, toujours dans le coin, soi-disant par hasard? J'avais installé un système de caméras dans le garage, des mois auparavant, pour surveiller les outils après un vol. Ironie du sort, c'est ce système qui a enregistré Julien entrant chez moi, un soir où je n'étais pas censé être absent. Et Laura, 2 minutes plus tard. Ils pensaient être prudents. Mais ils ignoraient que la maison, notre maison, avait commencé à me parler. Chaque empreinte, chaque connexion Wi-Fi, chaque localisation géographique. Je les ai toutes collectées. Pas pour les humilier publiquement. Non. Pour établir un récit. Un dossier si solide que même leur avocat n'a pas pu contester. Et pendant que leur monde commençait à s'effriter, je suis resté invisible. Je n'ai pas posté sur les réseaux. Je n'ai pas cherché à expliquer. Car je savais que la vérité avait une force bien plus puissante quand elle n'est pas criée, mais révélée. J'ai aussi gardé un élément pour la fin. Un document que Laura avait signé sans lire, au moment de la création de notre société. Un simple papier administratif, qui faisait de moi l'unique propriétaire légal des brevets que j'avais conçus avant notre mariage. Elle croyait avoir mis la main sur l'entreprise. En réalité, elle n'avait que la façade. Le cœur, la substance, l'âme du projet, tout m'appartenait. Et c'est ce que mes avocats lui ont montré. Ligne après ligne. Clause après clause. Je me souviens encore de son regard lorsqu'elle a compris que tout ce qu'elle croyait avoir gagné n'était qu'un mirage. Un château de sable face à la marée. Julien, lui, a tenté de négocier. Il m'a envoyé un message, oui, lui me disant qu'on devait rester adulte. Je n'ai jamais répondu. Car à ce moment-là, ce n'était plus une affaire de vengeance. C'était une opération vérité. Et chaque pièce du puzzle tombait enfin à sa place. Mais ce que personne ne savait, c'est que mon plan ne s'arrêtait pas là.
Ce n'était que le début. Car au fond, il ne s'agissait pas seulement de justice. Il s'agissait de reprendre ce qu'ils m'avaient volé le plus sournoisement. Ma paix. Mon temps. Ma confiance. Et je comptais bien leur montrer que ce qu'ils avaient brisé n'était pas un homme, mais un volcan. Silencieux. Patient. Et désormais en éruption. Ils pensaient avoir gagné. En quittant ma vie comme on claque une porte, en m'abandonnant dans un silence glacial, ils ont cru que j'allais m'effondrer. Ils ont parié sur ma faiblesse, sur mon cœur brisé, sur mes nuits sans sommeil. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais déjà en train de renaître. Ce qu'ils m'ont pris? Ce n'était pas l'argent, ni la maison, ni même l'entreprise. Ce qu'ils ont tenté d'arracher, c'était mon identité, ma confiance, mon équilibre. Mais voilà la vérité, on ne détruit pas un homme qui a déjà touché le fond. Parce qu'un homme qui n'a plus rien à perdre, est un homme libre. Et cette liberté-là, aucun d'eux ne l'avait anticipée. Ce que j'ai reconstruit après leur départ, n'est pas fait de briques et de béton. C'est un empire invisible. Une force silencieuse. Et une promesse, plus jamais je ne permettrai qu'on me réduise. Et puis, un jour, sans prévenir, Laura a réapparu. 2 ans plus tard. Un simple message. 3 mots, je suis désolé. Pas de majuscule, pas de ponctuation. Presque froid, mécanique. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce message allait devenir le début d'un tout nouveau chapitre. Car dans l'intervalle, j'avais tout archivé. Chaque interaction. Chaque échange. Chaque détail de notre histoire. Pas par obsession. Par stratégie. Et lorsque ce message est arrivé, quelque chose s'est enclenché. Une boucle s'est refermée. Et une autre, s'est ouverte. Ce qu'elle pensait être un geste de paix, allait devenir la clé d'un scandale bien plus vaste. Car entre-temps, Julien avait changé de vie. Nouveau poste, nouveau partenaire, nouveau secret. Et Laura, sans le savoir, avait mis le doigt sur un élément crucial d'une enquête en cours. Une enquête qui allait tout faire exploser. Il s'appelait Opération Revanche. Un nom que j'avais inventé un soir d'insomnie, alors que je relisais nos anciens messages, en buvant un café amer. Ce n'était pas une vengeance dans le sens classique. Pas un cri de haine. C'était un processus. Froid. Précis. Clinique. J'avais appris à coder. J'avais rejoint des forums d'investigation. J'avais recruté, discrètement, des spécialistes du droit, de la cybersécurité, des anciens enquêteurs privés. Pas pour traquer. Pour comprendre. Et ce que j'ai découvert, ce que ce message a débloqué, allait bien au-delà d'une histoire d'amour brisé. C'était un réseau. Des connexions entre certaines entreprises, des flux financiers suspects, des noms qui revenaient, encore et encore. Et au centre de tout ça, un contrat signé par Julien. Avec une société écran. Domiciliée aux Seychelles. Utilisant l'identité d'un homme, décédé depuis 8 ans. Je vous laisse imaginer la suite. Car ce que je m'apprête à révéler maintenant, ne concerne plus seulement mon histoire. Ce n'est plus une affaire personnelle. C'est une bombe à retardement. Des preuves, des documents, des vidéos. Une vérité enterrée sous des couches de silence et de manipulation. Et cette vérité, elle commence avec un simple fichier. Un dossier compressé. Protégé par un mot de passe que seule Laura pouvait connaître. J'ai essayé des centaines de combinaisons. En vain. Jusqu'à ce message. Je suis désolé. 3 mots. Et dans ce message, un détail. Une majuscule, justement, qui n'avait rien à faire là. Un S au milieu du mot désolé. Et c'est là que tout a basculé. Car ce S, c'était la première lettre d'un prénom. Celui d'un homme dont elle n'avait jamais parlé. Un nom qui allait relier toutes les pièces éparpillées du puzzle. Alors maintenant, posez-vous la question. Pourquoi revenir après 2 ans? Pourquoi ce message? Et surtout, qu'est-ce que Laura essaie vraiment de me dire? Est-ce qu'elle cherche le pardon? Ou est-ce qu'elle cherche à me prévenir? Ce que je vais découvrir dans ce fichier peut changer bien plus que ma vie. Cela peut exposer un réseau entier. D'argent, de trahison, et peut-être, de crimes. Et tout commence avec ce dossier nommé Opération Revanche. Mais ce n'est pas la fin. C'est juste le début. Parce que parfois, pour reconstruire sa vie, il faut d'abord détruire le mensonge. Et quand le rideau tombe, la vraie histoire commence.
Dans le prochain épisode, je vais ouvrir ce dossier. Et ce que j'y trouverai pourrait bien tout remettre en question. Même ma propre version des faits. Parce qu'après tout, et si ce que je croyais être une trahison n'était qu'un leurre pour cacher quelque chose de bien plus dangereux ?